investissements. S'il y avait des investissements qui ont été encourus tout à fait au début, maintenant il faut les réévaluer en fonction de cette cartographie. Quelles sont les perspectives de repositionnement, que ce soit un repositionnement sur le marché, sur la chaîne de valeur, etc. Et le cas échéant, il serait opportun, dès le retour de l'activité, de geler certaines activités existantes jusqu'au moment où l'entreprise disposera de la capacité de passer ses plans cribles dans le nouveau contexte. Donc, dresser une cartographie précise du redémarrage, elle est importante. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment passer un bon temps en train de voir cette cartographie, voir quels sont les segments, les clients, les produits, etc., qui doivent être demandés, etc., et avoir le maximum d'informations par rapport à ça. Et puis, moi, je pense que le deuxième challenge par rapport à l'entreprise, c'est cette question de rétablir la confiance. Et vous savez, le traumatisme qui est subi à travers la crise Covid-19, avec toutes les mesures de confinement, ils ont indéniablement ancré de nouveaux réflexes sanitaires chez les clients. Ils sont très importants. Et donc, ils ont haussé considérablement le niveau d'exigence et de vigilance quant à leur sécurité. Les clients vont rentrer dans un magasin ou venir chez une entreprise et c'est la première des choses qu'ils vont voir. Donc, les entreprises devront alors répondre à l'impératif absolu de fournir leurs produits et leurs services dans des conditions maximales de sûreté sanitaire et le démontrer, le faire savoir aux clients. Il faut le faire savoir aux clients, il faut le démontrer aux clients. Donc, toutes les procédures et on ne peut jamais être aussi prudent sur ce volet-là. Donc, il y a pas mal de compagnies qui ont déjà mis en place les procédures. Ils ont vu les procédures sanitaires qui sont également conseillées par le gouvernement. Il faut en ajouter parce que ça dépend également du produit, ça dépend également de l'activité, ça dépend également de la relation avec les clients. Toutes ces procédures-là et ces process, il faut les avoir, il faut les répertorier et il faut communiquer ça aux clients. Et la santé, la sûreté, le sens de sécurité sanitaire des clients passe par la préservation des santé des collaborateurs. Donc, il faut raviver, il faut faire ça en ravivant l'engagement des collaborateurs. C'est pour cela qu'un retour au travail des salariés doit être fait dans les meilleures des conditions et c'est un enjeu primordial pour rassurer et engager à nouveau les collaborateurs. C'est pour cela que les collaborateurs, c'est-à-dire si on peut réduire et faire une partie du travail, c'est-à-dire en télétravail, c'est une bonne chose. Il faut que les collaborateurs sentent qu'il y a une attention particulière par rapport aux questions de la santé. Il faut qu'il y ait suffisamment de matériel pour ce genre de choses, que ce soit les masques, que ce soit les gels, que ce soit les possibilités de laver, que ce soit également un peu la distance, et tout ça doit être fait et doit être, c'est un drill qu'il faut faire avec les collaborateurs. Comme ça, ils peuvent répercuter ça également sur les clients et sur les fournisseurs. Donc, c'est important. Et la troisième des choses qui est importante, la quatrième des choses, c'est comment revitaliser la demande. Mais il faut la faire d'une manière ciblée. C'est-à-dire, la première des choses, il faut revoir la base client et il faut travailler sur cette base client. Donc, parce que c'est ça le capital que vous avez. C'est ça le capital que l'entreprise a. Donc, elle devra alors parvenir à stimuler la demande à partir de cette base client. Il faut également les informer par rapport au risque. Il faut également et il faut faire attention à cette question de prix. Il ne faut pas vraiment trop baisser les prix parce que ce n'est pas une bonne politique ni pour vous, ni pour tout le secteur. Il faut également, il faut pas aller dans une spirale déflationniste, mais il faut aller vers les clients, voir quels sont les besoins de ces clients, quelles sont leurs attentes. Il faut les appeler, il faut leur demander, il faut leur écrire. Il faut personnaliser le contact avec le client. C'est très important pour redonner, pour revitaliser cette demande de manière ciblée. Parce que 3 mois, presque 3 mois de confinement,
ce sont des réflexes qui se sont développés, ce sont des réflexes de consommation qui se sont également développés. Peut-être les gens veulent rester dans cette logique, donc il faut travailler avec les clients pour voir quels sont ces besoins. Peut-être il y a de nouveaux besoins, mais il faut partir de la base client avant d'aller chercher avant d'aller chercher d'autres clients ailleurs, dans d'autres niches, dans d'autres relais de croissance. Alors, la réinitialisation, le cinquième, le plus important également, c'est les opérations et le supply chain. Et ça, c'est important. Le redémarrage optimal des opérations conditionne un retour sur le marché à la vitesse désirée. Pour servir la demande accumulée lors du confinement, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en train de retarder leur demande, mais il ne faut pas aller non plus vite que la reprise. Il faut aller dans une vitesse qui est bien équilibrée pour servir la demande qui a été accumulée, mais il ne faut pas qu'on se retrouve un peu à un rythme plus rapide que la reprise parce qu'on va être avec un stock qu'on ne peut pas faire écouler rapidement et également la trésorerie, il faut l'utiliser dans des choses qui vont vous aider à avoir une entreprise. Donc le redémarrage doit servir en tant que catalyseur pour apporter des améliorations jusqu'alors qu'ils sont reportés. Moi, je pense que la plupart des entreprises ont travaillé maintenant sur des améliorations. Moi, je connais, par exemple, des entreprises, par exemple, qui avaient des problèmes, par exemple, de système, qui avaient des problèmes, par exemple, d'hygiène, qui avaient des problèmes de formation. Ils les ont fait. Donc, ce sont des améliorations qui ont été un peu reportées. Maintenant, il faut les faire. Et à la période de redémarrage, il faut également le faire pour des entreprises qui ont carrément fermé. Donc, donc, il faut consolider sa position concurrentielle et prévenir les opérations d'enlisement dans la situation de crise. Donc, il faut le revoir. Mais la question des opérations, la réinitialisation des opérations de la supply chain, c'est important. Et dans ce sens-là, il faut peut-être voir quels sont les fournisseurs. Est-ce qu'ils ont toujours peuvent toujours être vos fournisseurs? Est-ce qu'il y a possibilité de voir d'autres? Est-ce que le supply chain a été perturbé? Comment il a été perturbé? Tout ça, il faut l'avoir. Vous l'avez déjà noté dans la cartographie, mais maintenant, il faut aller vers les fournisseurs pour voir quelles sont les possibilités. Est-ce qu'ils sont toujours la même capacité? Et quels sont vos plans B dans ce sens-là pour que vous soyez opérationnel rapidement? Alors, la sixième des choses qui est importante, c'est est-ce qu'il y a des sous-jacents technologiques qui sont importants pour le retour de l'activité. Maintenant, il faut peut-être pérenniser les solutions d'urgence pour les mettre au service des nouveaux besoins des clients, des collaborateurs. Donc, ces solutions d'urgence peuvent être des solutions qui sont technologiques. Il faut également mettre à la disposition des métiers les données permettant de faciliter la mise en marche de l'entreprise. Il faut repenser le portefeuille des projets en cours et également les dépenses. Donc, tout ça, c'est important. Donc, il faut trouver de nouvelles solutions parce que peut-être il y a une nouvelle réalité, il y a une nouvelle, les clients ont il y a de nouveaux besoins et est-ce qu'il y a des réponses qu'on peut avoir qui sont technologiques, qui sont digitales, etc. Et il faut avoir un pilotage très étroit, c'est ça, c'est le septième conseil que je donne. Il faut avoir un pilotage qui est assez étroit de redémarrage. Donc, il faut accroître la rapidité et la sûreté de la prise de décision. Avant, parce qu'en temps normal, on fait les décisions d'une façon à l'aise et on retarde peut-être des fois la prise de décision. Maintenant, il faut avoir un tableau de bord de redémarrage, voir les indicateurs, comment est-ce qu'ils font, est-ce que les ventes sont en train d'augmenter, est-ce que les commandes sont en train d'augmenter, est-ce que les fournisseurs sont là, est-ce que la production est en train d'arriver à la vitesse maximale, et à ce moment-là, il faut prendre les décisions, mais les prendre rapidement. Et donner l'impulsion par l'usage optimal du working capital. Vous avez un working capital qui est les ressources humaines,
qui est vos financements, qui est votre produit, qui est votre technologie, etc. Donc, c'est ça le capital, et également les lignes de crédit que vous avez. Donc, il faut les utiliser d'une façon optimale. Et ça, c'est important. Et également, il faut regarder les indicateurs de financement, les marges de financement que vous avez. Vous savez, par exemple, qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui vont avoir un problème de trésorerie, un problème donc il y a l'accompagnement qui se fait par le gouvernement. C'est là où il faut voir également l'accompagnement par les banques, etc. Et donc c'est là où il faut aller travailler sur ces marges de financement et également les mettre dans le cadre de ce tableau de bord parce que le financement, il est important. Parce que tout le monde maintenant demande le financement, parce que la question de trésorerie, elle est généralisée et également, il y a beaucoup de demandes sur le gouvernement. Il y a une pression sur le pouvoir public par rapport à ce qu'il peut faire pour l'entreprise. Il faut bien étudier quelles sont les possibilités et les sécuriser avant le démarrage. Maintenant, il faut également identifier les sources de création de valeur nées de la gestion de crise. Peut-être qu'il y a des opportunités. Et ces opportunités, il faut les voir, il faut les identifier, il faut les pérenniser et il faut réinvestir dans la relance. Il y a beaucoup d'entreprises qui disposent qui ont pu fonctionner durant la crise et ça leur a permis d'adopter peut-être un modèle de fonctionnement sous contrainte. Donc, ce sont ils ont vu des opportunités qui sont nées parce que c'est un autre mode qu'ils ont adopté durant la crise, mais ça leur a donné des opportunités de travail. Et surtout, les opportunités de travail, c'est la digitalisation, c'est également le e-commerce, c'est également le travail avec les clients, c'est-à-dire à distance, il y a également la formation à distance, il y a tout le travail qui s'est fait. Ce sont des opportunités qui sont très importantes. Peut-être on peut réduire beaucoup de modes de fonctionnement à travers ce mode-là qui est né et qu'on a expérimenté pour les entreprises qui sont restées ouvertes pendant la crise. Il faut également le voir. Alors, voilà un petit peu les quelques idées. On peut aller peut-être un petit peu plus dans le détail de ce qui doit être fait. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir cette cartographie de votre activité, quels sont les produits, les clients, le supply chain, etc., avoir tout ça, faire un pilotage qui est important, travailler bien les prix, comme ça on ne peut pas aller dans des guerres de prix parce qu'on veut réduire. Quand on réduit trop, on tue la valeur, mais quand on augmente un peu trop, pour récupérer, à ce moment-là, il faut voir est-ce que le marché peut supporter ça, surtout avec l'effondrement du pouvoir d'achat de pas mal de catégories sociales. Donc, il faut bien étudier ces prix, il faut bien étudier ces packages. Comme ça, on est au diapason un petit peu des changements qui sont économiques et sociologiques qui se sont passés. Donc, voilà un petit peu mes conseils. Je ne sais pas si on peut Oui, ouvrir merci, c'est Haddad. On a quelques questions, donc on ouvre le débat aux personnes qui sont en train de nous suivre au niveau du Zoom ou au niveau de la page Facebook. On a une première question de la part de Si Chokri qui lui demande quel serait le plan stratégique efficace à mettre en place pour les entreprises pour bien démarrer la période après confinement. Ben, c'est ce que j'ai dit, donc c'est ça ce que j'ai fait, c'est-à-dire depuis le début, c'est-à-dire j'ai dit mettez-vous une cartographie, c'est important pour le redémarrage, c'est-à-dire toute une cartographie détaillée, qu'est-ce que vous faites, les produits, les segments, les clients, etc., etc. Il faut avoir pour vous orienter le supply chain comment il est, et puis également les investissements que vous vouliez faire et peut-être vous avez engagé, est-ce qu'il faut les repositionner? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut peut-être laisser pour après et s'orienter vers... C'est-à-dire avoir toute une cartographie sur l'avenir et sur également ce que vous avez. C'est-à-dire le redémarrage, comment il va fonctionner. Quels sont
les produits que je vais vendre mieux, quelles sont les choses que je vais peut-être laisser, quelles sont les choses sur lesquelles je vais donner plus de détails, etc., etc. Et j'ai parlé également d'un volet qui est important, c'est tout l'aspect sanitaire des clients et l'aspect sanitaire des collaborateurs, il est très important. Et puis, il faut travailler sur son customer base, c'est-à-dire il faut sa base de clients, c'est très important. Et c'est là où vous avez le capital avant d'aller chercher d'autres clients. Voir également les fournisseurs et est-ce qu'ils sont toujours là, est-ce qu'ils n'ont pas de problème, est-ce qu'il y a un problème de trésorerie qu'ils ont, etc. Et quelles sont les implications technologiques qu'il faut mettre en place pour répondre rapidement, par exemple, à des besoins de clients, etc. Et avoir des indicateurs, c'est-à-dire piloter le redémarrage pour prendre des décisions au moment venu. Parce que vous allez redémarrer, mais vous allez redémarrer dans un contexte où il y a beaucoup d'inconnus. Et donc, c'est pour cela qu'il faut prendre des décisions, voir le marché, comment il répond. Et à ce moment-là, on va voir est-ce que les indicateurs sont en train de monter. S'ils ne montent pas, peut-être qu'il faut réorganiser. C'est pour cela qu'il faut avoir une agilité de prendre des décisions rapidement pour piloter ce redémarrage. Et bien sûr, identifier quelles sont les opportunités qui sont venues avec la crise le confinement, est-ce que vous avez dû travailler partiellement, etc. Donc, ça vous a donné des opportunités. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être les amplifier parce que vous avez eu un gain de savoir durant la période de crise? Voilà. On a une autre question au niveau de l'approche à adopter ou la pédagogie à suivre avec les employés et les clients. Vu qu'ils sont des parties prenantes directes qui ont un impact sur notre fonctionnement, quelle est la pédagogie ou l'approche la mieux adaptée, à votre avis? Avec les collaborateurs, moi, je pense qu'il ne faut pas juste avoir des process et dire aux collaborateurs de suivre ce genre de process. Il faut que les collaborateurs soient une partie prenante dans l'élaboration et également dans l'implémentation des process. Vous pouvez mettre en place des process que vous devez trouver ici et là et voir s'ils sont réalistes et réalisables parce qu'on peut avoir les meilleurs process du monde, mais vous avez une activité que peut-être c'est difficile d'implémenter ce que vous êtes en train de faire. Alors, c'est pour cela qu'il faut les développer rapidement avant le démarrage et puis les proposer aux collaborateurs. Comme ça, vous avez l'opinion, vous avez un retour, un feedback de la part des collaborateurs, comme ça c'est faisable, etc. Et faire le drill et à chaque moment, essayer de voir si ça marche, si ça ne marche pas, et avoir la capacité de revoir le système et avoir tout le monde autour d'une conférence call pour dire est-ce que ça marche, ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, alors qu'est-ce qu'on doit faire et prendre ce genre de décision. Et cet aspect sanitaire important, c'est on le répercute également sur les clients. Il faut leur dire ça, il faut leur communiquer. Quand vous êtes en train de redynamiser, revitaliser la demande avec votre base client, la première des choses que vous allez dire sur vous-même, voilà comment vous avez vécu un peu le confinement et qu'est-ce que vous préparez pour le redémarrage et voilà ce que vous avez pris comme mesure pour préserver la santé et également la sécurité aussi bien des clients que des collaborateurs. Le collaborateur va se sentir à l'aise quand il voit que tous les collaborateurs sont également bien protégés, avec des masques, avec des choses, etc. Les mains, ils ont des gants, à chaque fois, il essaie de nettoyer, etc. Il y a une hygiène impeccable et donc le client, il est rassuré, surtout s'il vient et tout ça. Donc, il faut travailler sur ces deux-là, mais également avec les clients, il faut travailler sur la demande. Il faut voir est-ce que la demande elle est toujours la même, est-ce qu'il y a une demande qui a été accumulée, est-ce qu'il y a de nouvelles demandes, comment vous pouvez réagir à ces nouvelles demandes, etc. Donc c'est important et essayer de voir de ne pas trop réduire les prix malgré le fait que la crise est là. Il faut essayer de voir, il faut essayer par. Si vous avez une marge importante, donc il faut voir comment vous pouvez peut-être accommoder un peu le fait ou prendre en considération le fait qu'il y a un pouvoir d'achat qui a été effrité, mais en même temps, il ne faut pas descendre trop bas, parce que quand vous descendez trop bas en matière de prix, vous ne pouvez pas revenir facilement. Vous êtes également en train de tuer la valeur et ce n'est pas important.
En parlant des prix, en fait, on a une question autour des prix, effectivement, de Sir Khalid. Donc, il se demande, est-ce qu'on peut réviser les prix du marché déjà contractés avant la crise pour prendre en compte les charges en hausse des mesures sanitaires dans les chantiers plus précisément? C'est une bonne question. Et donc, parce que les charges sanitaires vont être une partie du budget qui est importante. Est-ce qu'il faut peut-être augmenter le prix, les prix parce qu'il a la charge sanitaire? Moi, je ne crois pas. Donc, il faut puiser peut-être beaucoup plus dans l'efficacité, dans le fait que vous allez peut-être adopter une partie du travail qui est sur le digital. Donc, il faut peut-être voir est-ce qu'il y a des niches de développement qui ont été faites à travers durant la crise qui peuvent dynamiser la demande par rapport à ce que vous êtes en train de faire, au lieu d'aller dans l'augmentation des prix. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour l'augmentation des prix. Peut-être il faut aller un peu dans peut-être réajustement du prix par rapport au pouvoir d'achat des personnes qui ont été très affectées par la crise. Ça dépend de votre clientèle, c'est laquelle. Mais je pense qu'il faut avoir une politique de prix très intelligente, peut-être réduire les marges. N'essayez pas de gagner ce qui a été perdu. Il faut avoir un redémarrage qui est frais. Donc, ce qui a été perdu, je pense qu'il a été perdu. Il faut essayer de peut-être plus tard, de reprendre ça dans des projets et des plans d'investissement. Donc, il faut avoir une bonne politique de prix et bien étudiée, qui est conforme au marché. Il y aura des personnes, c'est ça le plus important, il y aura des entreprises qui vont aller dans la guerre des prix, vont réduire les prix pour avoir une part de marché. Peut-être qu'ils ont une bonne trésorerie et ils ont la capacité peut-être d'aller dans une guerre de prix pendant 6 mois ou 7 mois, essayer de pousser les autres hors du marché, comme ça ils peuvent s'accaparer une bonne partie du marché et revenir en force et peut-être récupérer. Il y aura ce genre de choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce... Et il faut travailler également en profession. C'est pour cela qu'il faut travailler en profession, il faut faire le réseautage, il faut également essayer de voir que tout le monde n'essaie pas de tomber dans cette question de guerre de prix. Après la crise, c'est très facile de le faire, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que la guerre des prix ne peut pas être bénéfique ni pour l'entreprise, ni pour le secteur, ni même pour les consommateurs. Effectivement, et aussi, en fait, par rapport, en complétant ce commentaire de Cheikh Khalid, est-ce qu'aujourd'hui on peut, parce qu'on a préalablement des marchés déjà contractés avec des maîtres d'ouvrage, est-ce qu'on ne peut pas éventuellement déclencher un article de révision de prix juste pour rattraper ces nouvelles charges? Et il faut essayer, mais je ne pense pas. C'est-à-dire tout le monde est dans une logique de révision du prix à la base, à baisser les prix. Je pense que même avec le client que vous avez, peut-être il est également dans la logique de vouloir renégocier le prix vers le bas. Oui. Donc, je ne pense pas que ça va être quelque chose qui va être couronné par le succès. Ce que vous devez voir, c'est que est-ce que d'abord votre client maintient la commande? Ça, c'est le plus important. S'il maintient la commande et vous pouvez avoir une petite marge à partir de ce projet-là, je pense que vous serez gagnant. Donc, il ne faut pas vraiment tabler sur une grande marge en 2020. Il faut compter sur 2021 comme l'année de vraiment de croissance. L'année 2020, c'est de limiter les dégâts, c'est de repartir sur le marché, c'est de reconquérir sa base de clientèle, c'est d'être là, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et il faut également prioriser. Peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles vous vouliez investir avant. Peut-être qu'il faut maintenant réduire cet investissement parce que vous n'avez pas la trésorerie pour faire également le redémarrage et l'investissement en même temps. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a une autre question maintenant, c'est plutôt financière. Donc, pour les PME, le problème de fonds de roulement de démarrage est une variable à inclure dans cette cartographie. Le manque de financement immédiat pousse ces PME à vendre à crédit. Comment faire pour gérer ce risque, à votre avis? Ben, c'est pour cela qu'on a demandé au gouvernement de mettre en place des mécanismes qui sont spécifiques aux PME. Ce qu'on a fait, par exemple, avec l'auto-entrepreneur des crédits qui sont un peu réduits de 15 000 dirhams, c'est rien. Il fallait un petit peu être plus intéressant que ça. Mais des crédits pour la PME et la TPME qui
peut être à zéro intérêt sur une période de 3 ans à 4 ans avec un différé peut-être d'une année, ça peut alléger. Également, reporter les crédits sans augmenter les intérêts, parce qu'on refait un peu le tableau d'amortissement, donc les intérêts changent. Donc, il y a l'État qui va intervenir dans ce sens-là, et peut-être les charges, que ce soit fiscales ou patronales, il faut militer dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on peut alléger la trésorerie des PME. Donc ça, il faut le faire avec, il faut voir avec la CGM, il faut voir également avec les différentes fédérations pour avoir ce genre de choses. Parce que et il faut voir avec la banque, parce que les banques ne sont pas dans une logique de soutien aux PME, mais maintenant, avec le soutien du gouvernement, je pense qu'ils sont dans ce genre, malgré les problèmes qu'il y a. Moi, je connais les problèmes qui existent. Mais ça, c'est une très bonne question et il faut avoir une réponse à ce genre de choses très, très, très rapidement. Moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir un financement bancaire avec un intérêt qui est très réduit, avec un différé de 6 mois au moins pour pouvoir travailler. D'accord. Donc, en parlant des banques, à votre avis, comme l'ensemble, ce qu'on a vu par rapport aux mesures, on a une question par rapport aux services bancaires. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux services bancaires avant et après Covid, actuellement? Moi, je pense que les banques n'ont pas très bien joué leur rôle tout à fait au début. Ce sont les critiques au niveau du Parlement, au niveau de l'opinion publique, également à partir de la part de la CGM, qui a poussé les banques à réagir. Mais les banques ne sont pas dans une logique de secours aux différents secteurs. Elles sont beaucoup plus dans une logique de garder leur part du marché. Donc, c'est pour cela que moi, il y a deux jours, j'avais publié un article. C'était une interview que je fais avec Finance News où j'ai dit qu'il faut peut-être aller dans la création d'une banque publique qui soutient les entreprises et qui soutient les PME dans leurs projets d'investissement. Parce que les banques, elles sont dans une logique un peu de crédit de consommation, de placement dans le marché monétaire, de dépassement, parce que les dépassements, ils peuvent les compter à 7 ou 8%. Vous savez, par exemple, que les banques étaient réticentes par rapport à Daman Oxygène, parce que c'est un taux d'intérêt de 4%, quelque chose comme ça, alors que, par exemple, s'ils font des dépassements avec leurs clients, c'est du 7 ou 8%. Donc, ils veulent gagner de l'argent. Donc, ce genre, et même, par exemple, le rééchelonnement des crédits, ça a été fait dans une logique de temps normal. Et moi, je n'étais pas d'accord. Donc, c'est pour cela qu'on a poussé le comité là à travailler sur cette question-là. Il y a les pouvoirs publics qui vont venir supporter, si vous voulez, les intérêts dus au rééchelonnement de la dette. Donc, le rôle des banques, il est mi-figue, mi-raisin, d'après ce que j'ai vu moi. D'accord, merci. Donc, en parlant du gouvernement, l'ensemble des mesures qui ont été lancées, on a une question de Messoud qui se demande est-ce que le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement fiscal et social pour soutenir les TPE et les auto-entrepreneurs aussi? Pour les entrepreneurs, ils l'ont déjà lancé, ils ont déjà fait ça par rapport à ce crédit-là qui est à zéro intérêt sur 3 ans avec un différé d'une année. Donc, ça a été déjà fait. C'est petit, mais bon, c'est au moins ça. Mais avec la PME, on attend. Moi, je l'ai dit maintes fois au Parlement, je l'ai dit également dans pas mal de déclarations, il faut qu'il y ait un accompagnement. Et sur ces 4 volets, pour moi, ce sont 4 volets. Ce sont les charges fiscales, ce sont les charges patronales au niveau des CNSS, c'est également les crédits qui sont déjà en cours qu'il faut rééchelonner et ce sont également les crédits de redémarrage qui doivent être avec des conditions très, très intéressantes. Donc, si on travaille sur ça pour la plupart des entreprises, on va pouvoir alléger et permettre à l'entreprise de vraiment souffler pour avoir un bon redémarrage. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut insuffler assez de liquidités dans les secteurs et chez les entreprises et chez les PME pour leur donner la capacité de... Parce que c'est une reprise qui va être lente, ça dépend des secteurs, mais c'est une reprise qui va être très lente. Et donc, il faut leur donner suffisamment
d'oxygène pour pouvoir faire cette traversée, parce qu'on va faire une traversée qui est assez intéressante, qui est assez difficile. Et donc, le mieux on les aide, c'est-à-dire le plus on les aide, le mieux. D'accord. En parlant des secteurs, on a une question par rapport au secteur du tourisme et partagée par Célia Ziri. Il se demande, est-ce que le tourisme local est capable de répondre ou est capable de réduire l'impact de cette crise, à votre avis? Partiellement, parce que le tourisme local, il ne constitue que 31% du tourisme. C'est pas rien, mais c'est bon. Il a une valeur ajoutée importante. Le problème avec le tourisme local, c'est qu'il faut avoir des packages qui sont intéressants, avec une offre familiale importante, avec bien sûr des prix qui sont semblables à ce qu'on fait à l'étranger, parce que l'étranger, ils peuvent avoir, c'est-à-dire un allotement de chambres peuvent être achetés par un tour opérateur qui les vend à des clients à un prix qui est important, alors que par exemple pour les clients marocains, il n'y a pas ça. Donc il faut le mettre en place, il y a une plateforme, donc il faut aller sur la plateforme et avoir ce genre de package. Et il faut également travailler sur l'aérien pour des destinations qui sont un peu loin, Ouarzazate, Zagora, Dakhla, etc. et Saïdia. Et c'est le moment de travailler également ce qu'on appelle l'épargne pour le voyage. C'est les cartes vacances, les chèques vacances, les fameux chèques vacances. Il faut les mettre en place rapidement. Et également, là, cette question qu'on avait fait, moi je l'avais fait quand j'étais ministre du Tourisme, c'est d'avoir les vacances en différents temps. C'est-à-dire des régions qui prennent les vacances en une semaine, et puis l'autre semaine, ce sont d'autres régions, et la troisième semaine, ce sont d'autres régions. Donc, on allonge les vacances. Il n'y a pas beaucoup d'encombrement, moins d'accidents de route, mais également les prix sont intéressants, parce que les hôteliers, ils n'ont pas 100% de remplissage à ce moment-là, donc ils doivent être beaucoup plus compétitifs en attirant les clients marocains. Donc, il faut avoir toute une stratégie par rapport au tourisme interne, et c'est le moment de le pousser à 40 à 45% du tourisme, parce que la maturité d'une destination, ça dépend de tourisme local. Est-ce qu'il est très, très épanoui ou non? Et puis, la classe moyenne maintenant qui a subi un coup de fouet important, donc il faut voir qu'est-ce qu'on peut alléger par rapport à la classe moyenne pour lui donner également les possibilités de voyager. D'accord, merci pour votre retour par rapport au secteur. Bon, je vais partager maintenant. En fait, merci beaucoup à Ahmed Haddad pour pour le commentaire. Je vais résumer. Non, non, pour Haddad. Non, non, non. On a un autre Haddad qui a de Ahmed Haddad. Voilà. On a une question de c'est Ahmed Haddad. Bon, il a mis un long commentaire, mais quand même, je vais essayer de résumer. Lui, il parle des mesures étatiques qui a été lancées par l'État, principalement d'Aman Oxygène, qui aujourd'hui, elle c'est pas très bien positionné. Pourquoi? Parce que les crédits n'autorisent pas le paiement des fournisseurs pour poumon vital par l'économie au-delà des 50% de la masse salariale. Il ajoute aussi, reste à trouver la baguette magique pour instaurer une confiance entre clients et fournisseurs. Si les transactions exigent du cash pour livrer à votre chantier ou le destin de paiement reste à désirer. Donc, morale des choses, comment voilà, comment sortir, euh, comment ces entreprises qui ont opté au-delà de continuer la route. Je n'ai pas bien entendu parce que ça coupait, mais ces entreprises qui... Oui, effectivement, je pense, Madame Asma, si vous pouvez répondre à votre question, il y avait une petite coupure, je pense, de votre part. Je tiens à s'excuser, j'ai quelques soucis de connexion. En fait, j'avais partagé éventuellement une question autour des entreprises qui aujourd'hui
qu'ils ont bénéficié On vous perd encore une fois. C'est pas clair. du programme d'Amal Non, ça Oxygène. coupe, ça coupe. Ça coupe, Madame Et Asma, sur ça coupe. Ça marche pas. Non, non, ça marche pas. Vous pouvez écrire la question, comme ça je la regarde. Il y a un côté chat, je pense, non? effectivement, Exactement, elle est exactement. au niveau du chat. Voilà, Elle est au écrivez-le, comme niveau ça je le du vois. chat. Je- Elle est partagée au niveau du chat. Je sais pas On vous entend si mal. On vous entend mal. Maintenant, je pense que c'est bon, C'est oui. bien. Maintenant, c'est bien. Allez-y, répétez parce qu'on n'a rien entendu. je tiens à Alors là aussi, ça fait Bah, une il y a conférence. toujours un problème de réseau, Madame Asma. Non, non, il y a un problème de pour réseau. Non, on ne vous entend pas. C'est coupé. On entend juste des sons coupés. Ça je marche tiens à pas. s'excuser parce que c'est des choses qui sont au-delà de mes pour voir la question de Peut-être il si faut permettre aux gens de poser les questions eux-mêmes. Comme ça, sinon, Exactement, pas de- exactement. Exactement. Permettez aux gens de poser leurs questions ok, ça marche. eux-mêmes Ok, ça marche, si vous pas de avez un souci. problème. Allez-y. Chers participants, vous pouvez lever la main pour ceux et celles qui veulent intervenir, s'il vous plaît. Si Ahmed Haddad, vous pouvez déjà prendre la parole. Si Sinon, Ahmed, je vais donner la main à Séchourti. On vous écoute. Allô, oui, vous m'écoutez? C'est bien? Oui, oui, c'est bien. Oui, c'est bien. est-ce que vous Oui, m'écoutez? bonjour. Oui, merci. Merci, Monsieur El Haddad, pour votre intervention, pour cette thématique riche d'informations. Ma question est la suivante. Est-ce que vous ne voyez pas actuellement que le mindset, l'état d'esprit des dirigeants doit être, je dirais, reformulé pour bien démarrer non seulement l'après-confinement, mais durant toute la durée des projets à venir ou bien des crises éventuellement qui peuvent surgir. Merci, merci. Bah, oui, c'est une question importante. Il faut d'abord aller avec un esprit que le monde a changé et a considérablement changé durant cette période de confinement. Les habitudes peut-être également. Moi, j'ai écrit un article, je ne sais pas si vous l'avez vu, que j'ai publié à Sharq al-Awsat et j'ai demandé quels sont les changements sociologiques qui, qu'on a subis, qui sont un peu les nouveautés sociologiques. Et donc, il faut voir, il faut se mettre dans la tête que l'économie sera différente, la société sera différente, la base client sera différente également, il y aura beaucoup de changements. Et donc, c'est ça ce qu'il faut mettre également. Les premiers mois, c'est de comprendre ce changement-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les choses qui vont peut-être, quelles sont les ruptures qui ont été faites? Et comment fonctionner avec ce genre de rupture. Et il ne faut pas croire qu'on va revenir à la normale. Si vous avez vu le challenge de la semaine dernière, j'ai écrit un article où je dis que c'est le nouvel ordre normal. C'est-à-dire, on va revenir à une normalité, mais c'est une normale qui est différente. C'est un ordre normal qui est tout à fait différent. Et cet ordre normal différent va se caractériser par le fait que les gens vont être beaucoup plus distants, il y aura moins de confiance, par exemple, dans tout ce qui est interaction commerciale, il y aura beaucoup plus d'attentes par rapport à tout ce qui est sanitaire, les gens vont peut-être devoir
vouloir acheter digital beaucoup plus que d'autres. Moi, j'ai vu par exemple des gens qui n'ont jamais voulu faire tout ce qui est digital. Maintenant, ils ne font que leur achat à travers le digital. Ils sont là devant leur et en train d'acheter digital et tout ça. Donc, il est de grands changements qui vont être là et ces changements-là vont conditionner quel genre de projet vous allez faire dans l'avenir, quel genre d'activité et comment vous allez les faire, comment vous allez exécuter également vos activités. C'est ça, c'est comprendre ce changement-là qui est le plus important parce qu'on ne sait pas comment il se fait, parce qu'on n'est pas encore revenu. C'est une fois on est revenu, c'est une fois les gens vont ouvrir, où il y aura l'activité économique, on va comprendre quelles sont les nouveautés. Et ces nouveautés-là, il faut les comprendre. Ce sont des opportunités également et il faut les saisir et il faut travailler dessus pour avoir de nouveaux projets dans ce sens-là. Madame Asma, vous pouvez continuer ou là je continue si vous avez... c'est bon, je peux gérer. Très bien, parfait. La parole est à Sir Haddad. Donc, Ahmed Haddad, vous pouvez poser votre question. Sir Ahmed, vous les écoutez? Alors, entre-temps, je vais partager d'autres questions qu'on a au niveau du chat Facebook. On a une question autour des... Ça ne marche pas non plus. Madame Asma, c'est toujours un problème, non? Il y a toujours un problème. Vous avez un souci de connexion. Cédric, est-ce que vous pouvez prendre la main, s'il vous plaît? Oui, oui, d'accord, avec plaisir. Monsieur Haddad, Monsieur Ahmed Haddad, c'est Ahmed, vous pouvez prendre la main? Vous avez déjà la main levée. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? C'est Ahmed? Oui, oui, d'accord. Très bien. Allez-y. Alors, merci Cédric, merci à tous les participants. Sil Hassan, c'est un grand bonjour de vous avoir parmi nous dans le club des dirigeants. Ravi, voilà. Alors, ma question, ma question à Sil Hassan. D'abord, merci pour votre approche brillante. Est-ce qu'aujourd'hui, un bon démarrage, il peut être... est-ce qu'il peut être réalisable avec une efficacité, sachant que les entreprises ont déjà vécu un déclin de leur trésorerie juste avant le Covid et même pendant les 5 dernières années, par le non-respect surtout des modalités de paiement de la part soit de l'État, mais soit aussi de la part du privé. Bon, et ça devient une gangrène générale. L'entreprise aujourd'hui, elle est vraiment plombée au sol et même l'aide étatique actuelle, comme le Daman Oxygène, moi, je suis en train de le vivre pour redynamiser mon économie, sauf que il est accordé uniquement dans un sens logique, c'est de sauvegarder les emplois, mais en ce qui concerne les fournisseurs, on ne donne pas assez d'importance si ce n'est pas juste peut-être un plafond d'une façon un peu délicate qui ne dépasse pas 50% par rapport à la valeur de salariés. Et donc, l'économie, elle est automatiquement bloquée. Et ça ne répond pas vraiment pour redynamiser cette économie. La preuve que, voilà, donc c'est ça. Et puis, ce qui reste aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer une baguette magique pour instaurer une confiance entre le client et les fournisseurs? Parce que si on n'a pas de trésorerie, aujourd'hui, la plupart des fournisseurs, pour éviter le risque, ils vous demandent le paiement cash. Et si on est dans un business où il n'y a que le cash, 80% des transactions économiques, comme dans le passé, ça va être disparaître. Et celui qui a le cash, c'est lui qui peut arriver à faire le business. Voilà, merci beaucoup, Saïd. C'est la première question. Moi, je pense que vous avez raison. Et il faut, le ministre des Finances nous a promis, et c'est une décision qui a été prise tout à fait au début. Moi, quand j'ai regardé un petit peu avec les entreprises publiques, ils sont en train de faire un effort, c'est ce qu'il m'avait dit, de paiement. Mais je suis d'accord qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts en matière de paiement.
Et vous savez que l'État a fait beaucoup plus d'efforts. Maintenant, les retards de paiement de l'État, c'est 30 milliards de dirhams, c'est-à-dire avec y compris les entreprises publiques. Mais quand vous regardez, par exemple, entre les gros du secteur privé et les petits, c'est 400 milliards de dirhams. Donc, c'est là où il faut faire le travail. Il y a de bons payeurs, mais il y a de mauvais payeurs également au niveau du privé. Donc, c'est là où il faut faire un travail. Il faut le faire également avec l'État. Moi, je pense que cette question de paiement, c'est une question qui asphyxie la PME, qui asphyxie la toute petite entreprise. Il faut que ça soit dans une... on l'a débattu dans la loi de finances. Maintenant, quand il aura la loi rectificative de la loi de finances, le projet de loi rectificative, donc on va le discuter d'une façon beaucoup plus profonde pour vraiment essayer de finir avec ce problème, parce que c'est un problème qui ne doit pas durer. Et j'en conviens également pour le deuxième volet. Je pense que ça aussi, il faut qu'on fasse un travail. Donc, s'il y a des suggestions dans ce sens-là, il faut nous le donner, parce qu'on peut le donner au comité de veille. Et également, on peut le discuter au niveau de la loi de finances, parce qu'il faut avoir des encouragements pour venir, c'est-à-dire pour avoir une trésorerie qui peut répondre également à ces demandes de fournisseurs qui veulent du cash, tout en sachant, si on fait l'argument de cash, c'est quelque chose qui ne peut pas aller avec le pouvoir public, parce que normalement, il faut faire les paiements par chèque, etc. Il y a les lois sur ça, il y a les 10 000 dirhams, etc., etc. Donc, ce n'est pas un argument qui est valable, mais il faut voir un peu, revoir, si vous voulez, cette question de paiement des fournisseurs par rapport à certains secteurs. Et donc, il faut voir quels sont ces secteurs-là. Et à ce moment-là, on peut avoir peut-être une réponse ciblée de la part des pouvoirs publics concernant ça. Merci, Si Haddad, pour votre réponse. Madame Asma, vous pouvez reprendre ou je continue? Madame Asma? Elle a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Bon, je continue. Il y a des questions sur Facebook. Quelle orientation de la commande publique après ce Covid? C'est une question de la part de Karim Ardouane, Facebook. Écoutez, c'est une bonne question, une question très importante. Donc, c'est ça ce qu'on va débattre au niveau de la loi de finances. Donc, c'est cette réorientation. Tous les ministères ont travaillé ces 2 mois sur cette réorientation. Donc, peut-être les différents critères sont... C'est-à-dire ce qui est engagé déjà, donc ils vont le continuer. Donc, s'il y a par exemple des établissements qui sont en construction, quelque chose comme ça, des hôpitaux, des universités qui sont déjà, et le marché, donc ça, ils vont le continuer, sauf peut-être pour quelques projets. Et puis, ils vont également voir quels sont les projets qui vont avoir un impact important sur une région bien déterminée ou sur l'emploi. Donc, ça aussi, c'est un critère de priorisation. Je pense que le troisième également, quels sont les projets qu'on peut faire sans utiliser les réserves de devises. C'est-à-dire qu'on peut faire avec les nationaux beaucoup plus qu'avec les internationaux. Ça aussi, c'est une question. Et puis, ce qui va déterminer tout ça, c'est quelles sont les ressources, parce que les recettes, elles ont les recettes en plombé, elles sont en berne d'une façon incroyable. Donc, ça aussi, ça doit déterminer. Donc, c'est ça la discussion. Il y a une priorisation. Moi, ce que j'avais recommandé avant, et je l'ai dit au Parlement avec le ministre des Finances, il ne faut pas qu'il y ait juste une gestion comptable de cette question de priorisation. C'est-à-dire, il ne faut pas aller juste dans chaque ministère et dire, voilà, quels sont les projets que vous devez faire sauter et quels sont les projets sur lesquels vous restez. Non, il ne faut pas être dans cette logique. Il faut aller dans tous les secteurs et voir qu'est-ce qu'on peut faire sauter, qu'est-ce qu'il faut retenir, et retenir ça et dire voilà les chantiers qui sont prioritaires pour le gouvernement et travailler sur ces chantiers-là. Il ne faut pas que ce soit par secteur et d'une façon comptable, mais par des priorités d'emploi, les priorités de sauvegarde
des réserves en devises, et également pour des régions bien déterminées, pour des secteurs, par exemple la santé, on ne va pas en discuter, l'enseignement également, on ne va pas en discuter, peut-être même tout ce qui est sécurité alimentaire, ça devient quelque chose qui est fondamental également, on ne va pas en discuter. Donc il y a des impératifs qu'il ne faut pas discuter, mais il y a d'autres, il faut le voir dans une logique globale. Donc c'est ce qu'on va faire avec le gouvernement dans le Parlement lors de la présentation de la loi de finances rectificative. Merci Sihdad pour votre réponse. Il y a Mohamed Yousfi qui a levé la main. Vous pouvez prendre la parole, c'est Mohamed. Alors, je vous donne... à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y, c'est Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. On vous entend. OK. Alors, très bien. Je voulais remercier Silhsen de sa présentation qui était pertinente et détaillée. Je voulais aussi remercier les organisateurs. Silhsen, moi, j'ai une question directe. C'est pour les entreprises. On va dire qu'ils vont reprendre, j'espère, d'ici le 10 juin ou même un peu avant. C'est ce qu'il dit le ministre des Finances. Alors, si vous avez un conseil à donner, et s'ils doivent cibler 2 ou 3 actions, ça serait quoi? Ça serait le commercial? Ça serait quoi? Ça serait quoi exactement? Moi, je pense qu'il y a deux choses très importantes. Regardez tout ce qui est sanitaire et sécurité de vos clients, de vos collaborateurs. C'est une nécessité, c'est une condition sine qua non de redémarrage. La deuxième des choses, c'est de regarder votre customer base, c'est-à-dire votre base de clients, et les voir, travailler avec eux, les contacter, voir quels sont leurs besoins, s'il y a d'autres besoins qui sont nouveaux, c'est très important. Et je pense que la troisième des choses sur lesquelles il faut travailler, c'est de voir un peu l'écosystème dans lequel vous travaillez, comment il se comporte en matière de supply chain, en matière de produits, en matière de concurrence, en matière de prix, etc. Donc, c'est sur ça qu'il faut travailler rapidement. Merci, Silhsen. Alors, il y a une question qui dit est-ce qu'on peut avoir un impact négatif du Covid sur le programme Intelaka et sur l'entrepreneuriat en général? On ne l'espère pas. Moi, j'ai recommandé à ce qu'on garde Intelaka. Je pense que d'abord, c'est un projet royal. Également, c'est un projet sur lequel on a fait beaucoup de travail. C'est un projet innovant avec les banques qui sont là. Et c'est un projet qui va concerner aussi bien le rural que l'urbain. Tous les jeunes étaient un peu enthousiastes et ils veulent en bénéficier. Et ça va donner un coup de fouet à l'entrepreneuriat au niveau rural et au niveau urbain. Donc, je ne pense pas qu'on va sacrifier le projet Intelaka. L'argent, il est là. Et je pense que c'est parmi les priorités qu'on va garder parce que c'est ça qui va nous aider également à faire face à toute cette question de chômage et le problème de l'emploi et également la pression sur le marché d'emploi. Et pourquoi pas supporter déjà une partie des crédits des entrepreneurs? C'est-à-dire, expliquez-moi un peu plus. Je voulais dire juste, il y a de l'argent déjà qui sont déjà prévus pour le programme Telaka, puisqu'il y aura des impacts un petit peu négatifs sur l'entrepreneuriat et le déroulement des entreprises et la bonne santé des entreprises. Pourquoi pas ne pas réserver une partie de cet argent pour supporter une partie du crédit des entreprises? De toutes les manières, maintenant, on n'est pas encore arrivé là parce que on n'a pas encore. D'abord, il faut qu'on voit ce que va proposer le gouvernement en matière de reprise, et également ce qu'on va faire au niveau de la loi de finances. Et à ce moment-là, on va comprendre est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour répondre à tous les besoins ou non. Les besoins d'entreprise en termes de. Mais de toutes les manières, le grand besoin de l'entreprise, ce n'est pas quelque chose qui va venir du gouvernement.
elle va venir des prêts, mais qui sont garantis par le gouvernement et par également les assurances. Quoique je pense que la garantie des assurances, elle est petite par rapport à l'argent qu'ont fait les assurances durant ces 3 mois. Mais Et la CCG. oui, donc il faut attendre pour voir un peu que propose le gouvernement, la loi de finances. Et à ce moment-là, si on a un problème de financement, c'est là où on doit être créatif. Quoique moi, je suis un peu réticent par rapport à cette question d'Intelaka. Intelaka, il faut la laisser parce que ça va nous donner, c'est-à-dire il ne faut pas sacrifier l'avenir parce qu'on veut on veut un peu sauvegarder le présent. Moi, je pense qu'il faut travailler sur les deux. Il y a une question qui dit que pensez-vous de la fermeture de plusieurs entreprises il y a longtemps, il y a déjà une crise qui est en place avant même le Covid-19. Oui, je sais. Il y a des secteurs qui étaient un peu, qui souffraient même avant. Par exemple, le secteur, par exemple, des matières de construction, parce qu'il y avait une concurrence déloyale de la part des produits qui sont importés de la Chine, et également dans le cadre de la zone de libre-échange avec la Turquie. Il y a également toute la filière de maroquinerie qui souffrait également à cause d'une concurrence déloyale à partir de la Chine et également à partir de la Turquie. Il y a également des filières dans l'agroalimentaire qui avaient des problèmes également à cause de ça. Donc, c'est un travail à faire et c'est pour cela qu'on a recommandé, je vais le recommander moi dans la loi de finances qui vient, j'espère que la majorité va l'accepter, c'est de mettre en place des garde-fous qui sont tarifaires et non tarifaires. Et à ce moment-là, et on peut même travailler avec les importateurs pour les pousser à investir dans la production locale, investir dans la mise en place d'usines pour fabriquer les chaussures au lieu d'aller les chercher de la Chine, et également mettre en place c'est-à-dire des obstacles tarifaires, comme ce qu'on a fait avec le textile, avec la Turquie, on a fait 90%. Moi, je pense que dans l'électroménager, également dans l'agroalimentaire, il faut faire la même chose. La maroquinerie et autre chose, par exemple, les matières de construction, ce sont des filières qui étaient déjà en crise même avant le Covid-19 et c'est pour cela qu'il faut travailler pour voir si on ne peut pas protéger ces secteurs-là et protéger les entreprises qui ont fermé ou les entreprises qui sont sur le bout de fermer. Il y a une question aussi de Sizohir Osama. L'investissement des entrepreneurs des Marocains de l'étranger, y a-t-il une politique d'encouragement dans ce sens? C'est pourquoi moi je dis il faut faire une discrimination positive en faveur des projets d'investissement qui viennent des MRE. Et donc, il faut avoir une attention différente par rapport aux MRE, une attention c'est-à-dire les gens qui viennent de l'étranger. Est-ce qu'il faut avoir un guichet unique avec une préférence pour ces projets-là? Il faut travailler sur ce genre de choses parce qu'à un moment, on a ouvert et puis il y avait beaucoup de Marocains à l'étranger qui sont venus pour investir. Ils se sont un peu heurtés à toute la problématique de procédures administratives très, très compliquées. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont eu des problèmes, qui ont vu leur épargne s'effriter, qui ont vu également leur projet d'investissement ne pas aboutir et tout ça. Moi, je pense qu'il faut redémarrer sur une bonne base si on veut attirer l'attention des Marocains qui sont résidents à l'étranger. Il y a Mustafa Batish qui demande votre avis, votre opinion concernant l'élargissement de déficit budgétaire pour relancer l'économie à travers les investissements publics. Écoutez, on n'a pas le choix que d'un petit peu élargir malheureusement le déficit budgétaire. Donc, il ne faut pas le faire d'une façon
systématique. Il faut le faire avec une action pointue sur quelques années et revenir à un certain équilibre budgétaire. Donc, moi, je pense que notre objectif, c'est toujours être à 3%, mais je pense cette année qu'on va aller peut-être au-delà de 7 à 8%, l'année prochaine peut-être également, et ce n'est qu'en 2022-2023 qu'on va pouvoir commencer notre retour à un certain équilibre. Ce n'est pas juste cet indicateur macroéconomique, mais je pense qu'également, au niveau de la dette extérieure, on va avoir les mêmes problèmes, et au niveau également des balances de paiement et balances commerciales. Peut-être une dernière question? Une dernière. Normalement, il y a toujours d'autres questions, mais si vous voulez la dernière, il n'y a pas de Là, non, s'il y a plus de questions, on prend peut-être 2 ou 3 et puis on finit, d'accord? Parfait. On commence par celui de Si Khalid Sarkawi. Il parle ici de la partie Istiqlal, mais on va prendre cette question. Alors, les économistes Istiqlal ont proposé des mesures pour le secteur du tourisme qui, à mon avis, sont très intéressants. Est-ce que le gouvernement va se pencher d'une manière très sérieuse sur ce secteur? Aujourd'hui, rien n'est fait. Pas encore, c'est-à-dire, oui, ce sont des propositions intéressantes. Il y a également la Fédération nationale du tourisme la Confédération qui a fait des propositions. C'est bien d'enrichir les différentes propositions et c'est bien qu'il y ait un parti politique avec son aile économique qui a fait ce genre de propositions. Ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Le gouvernement l'attend. Ils n'ont pas encore, mais je pense que dans les prochains jours, ils vont annoncer toute une série de mesures. Et j'espère qu'ils ne vont pas faire juste des mesurettes pour le tourisme, mais quelque chose de très d'intéressant pour sauver le secteur. Si on ne le fait pas, si on n'a pas le courage de vraiment prendre des décisions courageuses et profondes par rapport au tourisme, on ne va pas le sauver. On ne va pas sauver ce secteur. Parfait. Et il y a une question de la part de Mohamed Mamoun Idrissi. Quelles sont les mesures prises pour mettre fin à la destruction monétaire de la part des sociétés importantes? Je n'ai pas compris la question. Moi non plus. Alors, quelles sont les mesures prises pour mettre fin à la destruction monétaire de la part des sociétés importatrices? Pourquoi c'est une destruction monétaire? Moi, je n'ai pas compris. Peut-être si on dit c'est-à-dire la destruction du produit national, oui, mais je n'ai pas compris. Peut-être il faut aller sur une autre question en attendant que notre ami rectifie et explique mieux sa question. Je vais voir. Il y en a nombreux, mais je ne sais pas les questions que vous avez déjà répondu ou pas. Alors, donc, que pensez-vous des intérêts du report des échéances imposées par les banques alors que la loi prévoit autrement? Non, en fait les banques, qu'est-ce qu'elles font? Parce que quand vous leur demandez de rééchelonner la dette, ils le font sur un autre tableau d'amortissement et puis les intérêts augmentent. Donc nous avons contesté ça et la décision qui a été prise au niveau du comité de veille économique, la CVE, le CVE, c'est que l'État avec les banques vont supporter ces intérêts qui sont accrus à cause de rééchelonnement. Donc, ce n'est plus une question, ce n'est plus un problème. Maintenant, les gens peuvent rééchelonner leur crédit sans encourir de plus d'intérêts. Je pense, on s'arrête là, je pense. Je tiens à vous remercier, Cyril Hassan Haddad, d'avoir répondu présent à cette conférence. C'est vraiment très riche. On a beaucoup appris de vous aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier toute l'audience, soit sur Facebook, soit ici sur Zoom, et aussi tous les membres du club des dirigeants qui nous suivent, qui suivent toutes ces conférences du club. Et je vous donne la parole, c'est Hassan, pour peut-être un mot de la fin, si vous voulez.
Ben, juste que j'étais ravi de la qualité de débat et également, je connais le club des dirigeants, il fait du bon travail depuis longtemps. Et c'est un rôle de leadership par rapport à l'entreprise, à la jeune entreprise. C'est un travail qu'il faut continuer, qu'il faut soutenir. Et par la qualité des questions, je pense que vous avez là une mine d'or en matière d'expérience également, de volonté de vouloir créer de la richesse de la part des jeunes dirigeants. Donc, il faut continuer dans cet élan-là et j'espère qu'on aura notre rendez-vous pour nous débattre des questions qui sont importantes pour le pays et également pour l'entreprise marocaine. Exactement. Certainement, on aura beaucoup d'autres occasions pour débattre d'autres thématiques aussi d'actualité. Et c'est promis, on va continuer certainement, Sihdad. Et merci encore une fois. Merci à toute l'audience. À bientôt. Au revoir, Sidi. Au revoir. Au revoir.